Le Emerald Edge à Seattle était l'endroit où le pouvoir était célébré. À l'une des meilleures tables se trouvait Émile Fournier, 35 ans, PDG de Cascade Ventures, un titan de la scène technologique et du capital risque qui observait son environnement avec l'arrogance ennuyée d'un homme qui avait tout accompli. Son chef de cabinet, Mark Morrow, tentait de maintenir la conversation sur une prochaine fusion dans le domaine de la logistique de l'intelligence artificielle, mais l'attention d'Émile était rivée à son smartphone. Puis, Léa Dubois s'approcha de la table. À 28 ans, elle dégageait une détermination calme, faisant de son travail de serveuse un détour nécessaire à ses véritables ambitions intellectuelles. « Bonsoir, messieurs, dit Léa, avec professionnalisme. » Émile leva les yeux de son téléphone, la jaugea avec une condescendance désinvolte et s'adossa à sa chaise. « Dites-moi, mademoiselle, commença-t-il, son ton moqueur. Je suis face à un dilemme terriblement ennuyeux. Où investiriez-vous un demi-milliard de dollars aujourd'hui? Pas dans la technologie, mais dans quelque chose de vraiment visionnaire. Allez vite, je n'ai qu'une seconde pour les bavardages. » Léa, habituée à ce genre de test arrogant, serra les lèvres. « Ce n'est pas au menu, monsieur. » Émile tapa sur la table avec sa carte platine. « C'est une plaisanterie, mademoiselle. Mais tant qu'on y est, où investiriez-vous? Soyez honnête. » Il s'attendait à une réponse banale. Léa posa son carnet de commandes sur la table et le regarda droit dans les yeux. Le mépris dans son regard brisa la barrière de son anonymat. « Je n'investirai pas, j'allouerai stratégiquement, » répondit Léa, sa voix passant de celle d'une serveuse à celle d'une experte. Émile haussa un sourcil. Mark Morrow cessa de taper sur son clavier. Premièrement, poursuivit Léa, ses doigts énumérant les points 45% dans des fonds spécialisés dans la technologie des batteries à semi-conducteurs dans les pays émergents. Le goulot d'étranglement réside dans la mise à l'échelle et les matières foncières premières, phosphate de fer, lithium et terres rares. Les marchés occidentaux sont surréglementés et saturés. Les pays émergents offrent des incitations fiscales pour les investissements dans l'infrastructure et des risques géopolitiques moindres grâce à une diversification vers le Chili et l'Australie. Emile Anderson, qui se considérait comme un visionnaire, se retrouvait acculé par une serveuse. Les batteries à semi-conducteurs trop volatiles. Erreur, monsieur. Le développement est terminé. Le problème est la mise à l'échelle qui nécessite une base de matières premières sécurisée et des incitations fiscales de gouvernements désespérément en quête d'investissement dans l'infrastructure, rétorqua Léa sans égard pour son statut. Émile posa son téléphone sur la table, un signe d'attention totale. C'est étonnamment précis. Vous avez lu ça dans le Wall Street Journal. Léa esquissa à peine un sourire. Non, monsieur. J'ai déduit cela de l'analyse des goulots d'étranglement fondamentaux de la transition vers la neutralité carbone. Je devrais maintenant passer au troisième point. Mes autres clients attendent. Attendez, dit Émile en se penchant en avant. Et le reste, les 55% restants. Deuxièmement, 35% dans des actions de valeur d'infrastructure et de moyenne capitalisation axées sur la modernisation des réseaux électriques américains vieillissants, pas les services publics, mais les facilitateurs comme l'informatique de pointe et la technologie de charge bidirectionnelle. Elles-ci sont sous-évaluées en raison de la surcorrection du marché. Et les 20% restants, continua Léa, je les garderai liquides dans des obligations municipales à court terme, mais de manière opportuniste pour acquérir des start-up dans la maintenance prédictive des parcs éoliens. Le secteur est surchauffé. Dans les 18 prochains mois, la bulle du capital risque va éclater. Il faut être prêt à acquérir leurs propriétés intellectuelles et talents à bas prix. Émile la fixa longuement.
Ce n'était plus de la moquerie, mais une analyse intense. « Asseyez-vous », ordonna Émile. Léa protesta, craignant de perdre son emploi. Émile fit signe au gérant du restaurant et emprunta Léa pour une réunion d'affaires. À contre-cœur, Léa s'assit. D'où vient cette expertise? C'était une analyse macroéconomique et technique sophistiquée que mes analystes de Stanford ne pourraient pendant pas produire. Léa haussa les épaules, réarrangeant les couverts pour éviter son regard. J'ai étudié la littérature financière et les rapports techniques. Vous avez posé la question en me plaisantant, j'ai y répondu. Ça compte. Vous avez identifié une faille spécifique dans ma façon de penser. J'ai besoin de quelqu'un qui pense différemment comme vous. Émile sortit une carte de visite en titane noir mat, y inscrivit un numéro privé et la fit glisser vers elle. « Voici des honoraires de consultation, dit Émile. 5 000 $. Appelez-moi. J'ai une proposition qui pourrait rendre le service superflu. 5 000 $. Exactement le montant dont Léa avait besoin pour couvrir les frais de scolarité en retard de son master interrompu en ingénierie énergétique à l'UW pour reprendre son identité de Céline Martel. 3 ans plus tôt, en tant que Céline, elle avait tout perdu sa start-up Etheria Energy et sa réputation après que son partenaire et fiancé Thierry Lamont l'avait impliquée dans un scandale de vol de propriété intellectuelle. Léa prit la carte à contre-cœur. « Je ne peux pas accepter. C'est trop. »« Vous pouvez et vous le ferez, » répondit Émile fermement. « Voyez cela comme une incitation. J'ai besoin de votre perspective sans filtre. » Lorsqu'Émile quitta la table, il sortit son téléphone et envoya un ordre vérification des antécédents. Léa Dubois. Travaille à The Emerald Edge, Seattle. Priorité. Le lendemain matin, Léa a reçu l'email attendu sa demande d'aide financière avait été rejetée. Le solde dû de 4 850 € devait être payé avant la fin de la journée. Elle n'avait pas le choix. Elle devait risquer son anonymat. Elle composa le numéro privé d'Émile. « J'espérais que vous appelleriez plus vite, mademoiselle Dubois, dit Émile. « Je veux entendre votre proposition, monsieur Fournier, répondit Léa, sa voix résolue. Mais à mes conditions, anonymat complet et travail à distance sous un pseudonyme. Excellent. Je peux vous offrir un contrat sous le pseudonyme LD Consultante pour l'allocation stratégique, acquiesça Émile. Soyez dans mon bureau à 15 heures et, mademoiselle Dubois, fuyez-vous quelqu'un. » Léa hésita. Il y a des adversaires puissants dans le monde de la finance. Il vaut mieux pour nous deux que je reste invisible. Bien. Mais je vous préviens, si ce que j'entends est illégal, notre collaboration s'arrête avant de commencer. À 14h59, Léa, nerveuse mais déterminée, entra dans le siège de Cascade Ventures. Mark Morrow, le chef de cabinet, l'accueillit les yeux pleins de méfiance. Il la conduisit dans le bureau d'angle d'Émile, avec vue sur le Puget Sound. Léa dit, Émile se levant et l'invitant à entrer. « J'ai un problème qui nécessite votre perspective unique. » Il ouvrit un panneau mural révélant un écran géant affichant des données financières. « Nous examinons une start-up de technologie propre, Solaris Tech. Ils ont un algorithme d'IA prometteur pour optimiser les parcs solaires. Mes analystes sont divisés. Qu'en pensez-vous? » Léa s'avança, oubliant sa peur. C'était son monde. Puis-je voir les échantillons de code source sous-jacents et les documents de validation de la propriété intellectuelle, demanda-t-elle immédiatement. Vous passez directement à la validation de la propriété intellectuelle, demanda Émile, impressionné. La rentabilité n'a aucun sens si la propriété intellectuelle est volée, répondit Léa sèchement. En parcourant les documents, analysant les signatures du code et l'architecture spécifique de l'algorithme, Léa se figea.
La structure des commentaires, la compression des données de série temporelle, elle reconnut tout immédiatement. C'était son code. Le code qu'elle et Thierry Lamont avaient développé chez Etheria Energy. Solaris Tech était une opération de vol de propriété intellectuelle et l'homme derrière était très probablement celui qui avait détruit sa carrière. Léa leva les yeux, ses yeux brûlants d'une colère froide. « Monsieur Fournier, dit-elle, sa voix calme et dangereuse. J'ai un avis sur cet investissement. Il est toxique. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. » La déclaration calme et dangereuse de Léa sur Solaris Tech flottait dans le bureau luxueux d'Émile Fournier comme une corde tendue. Les mots « Il est toxique » résonnaient comme une aberration face aux milliards gérés par Cascade Ventures. Émile, dont le regard passa immédiatement des documents au visage intense de Léa, sentit qu'il s'agissait de plus qu'une simple analyse commerciale. « Expliquez-vous, Léa, dit Émile, en appuyant sur son nom, cette fois-ci avec une intention claire. Son attitude n'était plus celle d'un milliardaire blasé, mais celle d'un investisseur impitoyable flairant un risque. Toxique est un mot émotionnel. J'ai besoin de faits. La technologie est-elle défectueuse ou l'évaluation est-elle surévaluée? Léa, redevenue pleinement Céline Martel, la femme qui avait perdu sa carrière 3 ans plus tôt, prit une profonde inspiration pour contrôler ses émotions. Elle savait qu'elle devait être extrêmement prudente. « C'est la technologie, Monsieur Fournier, » commença Léa, en dissimulant soigneusement son lien personnel. Plus précisément, l'auteur de la technologie. L'algorithme que Solaris Tech présente comme propriétaire repose sur une méthode spécifique de compression de données pour les séries temporelles d'énergie éolienne et solaire. Cette méthode est inhabituellement inefficace pour une IA pure, mais typique d'une approche plus ancienne de traitement des données lors de la première vague d'intégration IoT dans l'énergie verte il y a environ 3 à 4 ans. Elle s'approcha de l'écran et zooma sur une signature de code cachée dans les documents de Solaris Tech. Voyez cette séquence de masquage de bits, aucun data scientist moderne ne l'utiliserait. C'est une empreinte technique. Un développeur ayant travaillé sur des projets similaires à Seattle il y a 3 ans l'utiliserait peut-être même comme une sorte de marqueur personnel. Émile s'approcha à ses côtés, son épaule frôlant presque la sienne. L'odeur subtile de son parfum coûteux laissait Léa indifférente. Toute sa concentration était fixée sur la révélation de la vérité. « Vous affirmez que la propriété intellectuelle n'est pas originale mais volée, déduisit Émile. C'est une accusation très grave. Qui, selon vous, est derrière cela ?» Léa s'écarta de sa proximité, faisant un pas en arrière pour recentrer l'écran. Elle ne pouvait pas mentionner Thierry Lamont immédiatement. Émile exigerait des preuves qu'elle n'avait pas pour l'instant et il découvrirait immédiatement son passé. Je pense que c'est l'œuvre d'un ingénieur renégat ou d'une start-up échouée de la région de Seattle, cherchant à recapitaliser ses actifs originaux sous un nouveau nom dit Léa de manière factuelle. Les schémas sont trop familiers. Si Cascade Ventures investit dans Solaris Tech, vous risquez non seulement une perte financière si la propriété intellectuelle est contestée, mais aussi un préjudice à votre réputation dans tout le secteur des technologies propres, si l'on découvre que vous avez sciemment légalisé une technologie volée. Émile la regarda longuement. Son visage était tendu, ses yeux, ceux d'un prédateur fixant sa proie. Elle n'était plus la serveuse. Elle était une analyste de haut niveau, ayant décelé une faille que tout son département d'analystes, issus des grandes écoles, avait manqué. « Je veux que vous enquêtiez là-dessus, » dit Émile, un sourire se formant sur son visage à la fois dangereux et enthousiasmant. Votre première mission en tant que LD consultante pour l'allocation stratégique
est de découvrir la véritable origine de cette propriété intellectuelle. Je gèle l'acquisition. Plus de questions tant que je n'ai pas de preuves. Il l'envoya dans son nouveau bureau. C'était une petite pièce sans fenêtre, mais technologiquement parfaitement équipée, située dans un coin discret de l'étage loin de la zone principale des analystes. Anonymat garanti. Pendant 2 semaines, Léa travailla avec acharnement. Le travail était enivrant, un retour dans le monde de la complexité et du combat intellectuel qui lui avait tant manqué. Émile tint sa parole, elle travaillait sous le pseudonyme LD, communiquant presque exclusivement via des canaux cryptés et ne le rencontrant en personne qu'une seule fois pour discuter des progrès. Mais à l'extérieur de la bulle de son petit bureau sans fenêtre, la résistance croissait. Marc Moreau, le chef de cabinet d'Émile, était profondément méfiant de la présence soudaine secrète et bien rémunérée de Léa. Marc incarnait l'establishment financier prudent, méthodique et allergique à tout ce qui perturbait la hiérarchie. Un matin, Léa fut convoquée à une réunion urgente du conseil d'administration pour discuter de la stratégie globale de Cascade Ventures. Émile avait besoin de sa perspective unique. Léa savait que c'était un piège. La salle de conférence était un palais de verre où les cadres supérieurs de Cascade Ventures étaient rassemblés. Léa prit discrètement place à l'extrémité de la table. « Merci à tous d'être venus, dit Émile, assis en bout de table. Nous discutons de l'allocation pour le 4e trimestre. Comme vous le savez, nous avons récemment recentré notre attention sur l'infrastructure énergétique durable. Je veux entendre la perspective de LD. Tous les regards se tournèrent vers Léa. Elle sentit le regard de Marc Moreau lourd et hostile. Ma recommandation commença. Léa, sa voix calme et précise, reste la même là où la technologie verte explose, une bulle d'évaluation surchauffée se forme. Nous devons retirer notre allocation des fabricants de véhicules électriques et des start-up logiciels pour la réorienter vers les goulots d'étranglement logistique, matières premières, modernisation des réseaux et maintenance prédictive. Cela garantit des rendements plus stables à long terme. Un silence s'installa. L'analyse de Léa était incontestablement fondée, mais elle contredisait les hypothèses courantes du Conseil. Avec tout le respect, M. Fournier, dit Marc Moreau se penchant en avant. Cette analyse est certes créative, mais elle ignore la dynamique fondamentale du marché axée sur les perspectives de croissance à court terme. Et je dois à nouveau poser la question qui est LD. Tous les regards se tournèrent vers Émile. LD est une consultante dont les idées nous ont déjà évité des pertes potentielles de 100 millions de dollars au cours des 2 dernières semaines, répondit Émile, froidement fixant Marc Moreau. Certains d'entre nous pensent que ces idées sont trop parfaites, rétorqua Marc Moreau sans se démonter. Il sortit un dossier mince. Je me suis permis de faire une vérification approfondie des antécédents de Léa Dubois. Le cœur de Léa s'effondra. C'était fini. Sans mon autorisation, demanda Émile, sa voix basse, mais mortelle. En tant que chef de cabinet, il est de mon devoir de protéger cette entreprise, dit Marc, regardant Léa. Le dossier de Léa Dubois n'existe que depuis 3 ans. Avant cela, il n'y a ni historique de crédit, ni relevé académique significatif, ni expérience professionnelle. Elle est apparue de nulle part à 25 ans. Notre mystérieuse consultante utilise soit une fausse identité, soit a fait un effort extraordinaire pour effacer son passé. La salle éclata en murmures spéculatifs. Léa avait l'impression que l'air lui manquait. Cascade Ventures peut-elle confier des décisions financières sensibles de plusieurs milliards à quelqu'un sans passé, conclut Marc triomphalement. La réunion est terminée, dit Émile brusquement. Tout le monde dehors, sauf vous,
il pointa Léa. Et vous, il pointa Marc. Une fois la porte fermée, Émile se tourna vers Marc. Ne vous avisez plus jamais de me défier dans ma propre entreprise. Sortez, Marc Moreau hésita, hocha la tête, puis quitta la pièce. Seule avec Émile Fournier, Léa se sentit vulnérable. Sa vie soigneusement construite en tant que Léa Dubois s'effondrait définitivement. « Asseyez-vous, dit Émile cette fois, sans aucune trace d'arrogance, mais avec une autorité ferme. Ce qu'il a dit est-il vrai? Elle vous apparut de nulle part il y a 3 ans? » Léa soutint son regard. « Oui. » Émile hocha lentement la tête. « Je le savais. L'écart entre vos compétences et votre CV était trop grand. Je vous pose la question directement, qui étiez-vous avant? » Léa Dubois. Léa sentit le poids des années de silence s'évanouir. Elle n'avait plus le choix. « Je ne peux pas vous le dire sans mettre toute ma situation en danger, » dit Léa. En danger, les yeux d'Émile se plissèrent. « Représentez-vous une menace pour Cascade Ventures? Fuyez-vous la loi ou un danger? » « Je fuis une injustice, monsieur Fournier, » dit Léa, sa voix se brisant légèrement. « Je n'ai enfreint aucune loi, mais j'ai été trahi et ruiné. Ma réputation, ma carrière, toute ma vie m'ont été volées. »« Volées par qui? » demanda Émile. Léa s'approcha de la fenêtre regardant l'horizon de Seattle qu'elle, en tant que Céline Martel, avait autrefois rêvé de conquérir. « Par mon partenaire et fiancé d'alors. Thierry Lamont. » Émile Fournier se figea. Il connaissait ce nom. Thierry Lamont était une figure montante dans le capital risque en technologie propre récemment sous les feux de la rampe. Thierry Lamont, répéta Émile lentement. Mais c'est l'homme derrière Solaris Tech, n'est-ce que pas? Il a présenté l'entreprise dans un communiqué de presse comme son prochain grand coup. Léa se retourna, ses yeux pleins de larmes et de détermination. Il est plus que cela. C'est l'homme qui a pris le contrôle de ma société Etheria Energy. Il m'a impliqué dans un scandale de vol de propriété intellectuelle pour liquider l'entreprise et recapitaliser la technologie que nous avions développée ensemble sous un nouveau nom, Solaris Tech. Émile était abasourdi. La serveuse qu'il avait engagée par arrogance n'était pas seulement une analyste financière brillante, mais une victime d'une fraude d'entreprise par l'homme dans lequel il s'apprêtait à investir des millions. « Dites-moi la vérité. » Céline Martel, dit Émile, prononçant son vrai nom pour la première fois. « Que s'est-il passé exactement il y a 3 ans? » « J'ai été évincé de ma propre entreprise, dit Céline Léa, les mots jaillissant d'elle. J'ai découvert que Thierry vendait secrètement notre technologie de base, le même algorithme de compression de séries temporelles que vous venez de voir dans les documents de Solaris Tech, à un concurrent chinois pour rembourser ses dettes. Quand je l'ai confronté, il a retourné la situation contre moi. Il a falsifié ma signature sur les transferts, faisant croire que j'avais volé la propriété intellectuelle et fui à l'étranger. Les preuves étaient minces, mais ma réputation était ruinée avant que je puisse me défendre. J'ai dû disparaître. Émile s'approcha de son bureau et saisit son téléphone. Je vous ai promis l'anonymat. Et j'ai accepté de vous protéger de ce devant quoi vous cachez. Céline le regarda avec un mélange de peur et d'espoir. « Que ferez-vous maintenant? Me livrer au procureur pour avoir falsifié mon identité? » Émile la regarda. « Si cela avait été mon intention, j'aurais laissé Marc Moreau le faire depuis longtemps. » Il afficha une détermination ferme. « Nous n'allons pas seulement refuser l'investissement à Thierry Lamont. Nous allons l'exposer. Et nous allons rétablir votre honneur. Mais j'ai besoin de votre aide pour trouver ces traces dans les données. Vous connaissez ces méthodes, Céline.
Et comment? Demanda Céline. Il a détruit toutes les preuves. Émile sourit un sourire authentique et dangereux d'un investisseur qui aime le combat. Il a détruit les preuves dans le monde analogique. Mais, dans le monde numérique, chaque propriété intellectuelle volée laisse une trace. Nous nous concentrerons sur la forensique de la blockchain. Nous prouverons que le code promu par Solaris Tech a été volé il y a 3 ans par la personne que vous connaissez le mieux. Mais pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela? Parce que vous avez corrigé mon analyse, Céline dit Émile. Vous avez décelé une fraude que toute mon équipe a manquée, parce qu'ils suivent leurs propres règles. J'investis dans le talent et l'intégrité. Et Thierry Lamont n'a ni l'un ni l'autre. Mettons-nous au travail. Céline le regarda, une vague de soulagement et de choc la submergeant. Elle venait de tout risquer, et l'homme qui l'avait moqué par arrogance était désormais son seul allié. La révélation de la véritable identité de Céline Martel et l'histoire choquante de sa mise à l'écart par Thierry Lamont bouleversèrent la dynamique dans le bureau d'Émile Fournier. L'atmosphère était désormais empreinte de détermination et du frisson dangereux d'une confrontation imminente. « Nous n'avons pas de temps à perdre, dit Émile, mettant de côté le dossier de Solaris Tech. Il n'agissait plus en tant qu'investisseur, mais comme un stratège dans une croisade personnelle. Thierry sait qu'il est sous pression temporelle. Nous devons trouver la preuve avant qu'il ne liquide Solaris Tech ou ne la vende d'une manière qui brouille les traces numériques. Céline, galvanisée par le fait que son pire secret était désormais révélé, travailla avec une intensité qui effaçait les années de répression. Thierry a toujours été prudent dans le monde analogique, mais négligent dans le suivi des traces numériques, expliqua Céline debout devant l'écran géant. L'algorithme original que nous avions développé chez Etheria Energy était conçu pour enregistrer son contrôle de version via un registre blockchain interne. Thierry a dû migrer cette propriété intellectuelle vers un nouveau système lors de la création de Solaris Tech. Le chemin de migration doit encore exister quelque part. Émile fut impressionné par son expertise technique. Forensique de la blockchain. Exactement ce que j'attendais. Je mets mes meilleurs spécialistes en cryptographie sur la recherche. Mais vous dirigez l'équipe, Céline. Vous êtes la seule à pouvoir reconnaître les empreintes digitales spécifiques de Thierry et de votre code. Au cours des jours suivants, le bureau sans fenêtre de Céline se transforma en centre opérationnel d'une chasse cybernétique de haut niveau. Elle travailla sans relâche, exploitant les vastes ressources informatiques de Cascade Ventures. Le travail était non seulement intellectuellement exigeant, mais aussi une forme de revanche cathartique guérissant son esprit blessé par l'injustice. Les percées vinrent lentement, mais sûrement. D'abord, ils identifièrent un portefeuille discret utilisé par Thierry pour payer le programmeur chargé de brouiller les traces de migration. Puis, l'équipe de Céline découvrit une erreur infime dans la documentation du code source de Solaris Tech, un horodatage accidentel pointant vers l'enregistrement initial de la propriété intellectuelle d'Etheria Energy il y a 3 ans, alors que Thierry affirmait que le code avait été développé il y a 6 mois seulement. Le principal problème restait comment pouvait-il prouver cela publiquement et de manière irréfutable. Émile convoqua une réunion de crise secrète uniquement avec Céline et le chef du service juridique, Richard Hayes, un avocat chevronné qui partageait initialement les inquiétudes de Marc, mais était désormais contraint par les preuves accablantes de suivre les ordres d'Émile. « Nous avons assez pour poursuivre Thierry en justice, dit Richard Hayes, mais le procès prendra des années. Il niera tout. Et Marc Moreau essaiera de présenter cela comme une diversion d'un échec de due diligence.
Nous n'allons pas le poursuivre, dit Émile, une lueur froide dans les yeux. Nous allons l'exposer publiquement avant qu'il ne comprenne ce qui lui arrive, et nous rétablirons le nom de Céline Martel. Thierry veut utiliser la crédibilité de Solaris Tech pour rembourser ses dettes. Nous lui donnons une chance de dire la vérité, mais à nos conditions. Émile élabora un plan aussi audacieux que risqué, fidèle à sa nature. Il invita Thierry Lamont à une prétendue réunion de clôture définitive pour l'acquisition de Solaris Tech, mais pas dans son bureau dans une grande salle de conférence équipée de capacités d'enregistrement vidéo haute définition déguisées en mesures de sécurité standard. Le jour de la confrontation arriva. Céline, sous le pseudonyme LD, était cachée dans une salle de contrôle connectée à la salle de conférence par un mur à double sens. Émile et Richard Hayes attendaient à la table de conférence lorsque Thierry Lamont entra suave, suffisant et ignorant. « Émile, mon vieil ami, » dit Thierry avec un large sourire faux. « Je suis ravi de cette réunion. Solaris Tech est le joyau dont Cascade Ventures a besoin pour dominer le marché des technologies propres. » Émile ignora les politesses. « Nous avons un problème, Thierry. Notre due diligence a révélé des incohérences dans la validation de la propriété intellectuelle de Solaris Tech. » Thierry haussa les épaules. « Bureaucratie classique. Je vous garantis que la propriété intellectuelle est 100% originale et mienne. »« Vraiment ?» demanda Émile. Il fit un signe à Richard Hayes qui ouvrit une enveloppe scellée. Dans la salle de contrôle, Céline retint son souffle. C'était le moment. Richard dit « Émile, expliquez ce que notre analyse forensique de la blockchain a révélé sur les origines du code de Solaris Tech. » Richard Hayes exposa les preuves avec une précision froide, les horodatages contradictoires, les paiements spécifiques via le portefeuille et le lien avec la liquidation d'Aetheria Energy il y a 3 ans. Le visage de Thierry Lamont passa du rouge au blanc. Il tenta de se défendre. C'est absurde, une diffamation. Les dossiers d'Aetheria Energy sont clos. C'était une fraude commise par la PDG Céline Martel avant qu'elle ne fuit à l'étranger. Émile se pencha en avant. Son regard était glacial. Les dossiers sont clos, oui, mais nous avons fait en sorte que la personne qui les a ouverts effectue une recherche plus approfondie. Émile regarda directement le miroir sans teint. « Céline, entrez, s'il vous plaît. » La porte de la salle de contrôle s'ouvrit et Céline Martel, plus Léa Dubois, entra dans la pièce. Sa posture était droite, son regard non pas vengeur, mais empreint d'une autorité absolue. Thierry Lamont bondit de son siège, sa façade s'effondrant complètement. « Qu'est-ce que c'est que Clélie? Elle est morte? Elle a fui? »« Je n'ai pas fui. » Thierry dit Céline, sa voix résonnant dans la pièce. « Je me suis caché. Mais tu m'as forcé à me révéler en essayant de vendre ma propriété intellectuelle volée à Cascade Ventures. » Céline présenta ensuite à l'aide de l'écran les dernières pièces du puzzle qu'elle seule pouvait connaître, une porte dérobée spécifique dans le code que Thierry avait intégré pour les cas d'urgence. « C'est la preuve, » dit Céline. « Pas les transferts falsifiés à mon nom, mais le fait que ce code porte mon empreinte et a été volé il y a 3 ans, juste après que tu as pris le contrôle d'Aetheria Energy. » Thierry était vaincu. Il tenta de s'enfuir, mais fut arrêté par le personnel de sécurité d'Émile. Résilience et investissement éthique. La leçon, la confrontation se termina par le retrait officiel de l'offre d'achat et le dépôt immédiat d'une plainte pénale contre Thierry Lamont. La nouvelle de la fraude dévoilée par Cascade Ventures et de la restauration de la réputation de Céline Martel se répandit comme une traînée de poudre dans le monde financier de Seattle.
Céline était réhabilitée. Son nom, autrefois une tâche, était désormais un symbole de résilience et d'intégrité. Le lendemain de la confrontation, Émile rencontra Céline dans son bureau, cette fois seul, sans avocat. « La justice suivra son cours, dit Émile. Thierry est fini. Et vous, Céline Martel, êtes de retour sur le marché. J'ai préparé un contrat officiel pour vous. Partenaire pour l'allocation stratégique chez Cascade Ventures. Un salaire à 7 chiffres, bien sûr, avec une reconnaissance publique complète. C'est votre place, Céline, désormais pleinement retrouvée, regarda le contrat. Elle était reconnaissante, mais pensive. Émile dit, « Céline, je vous remercie. Vous avez fait plus que je n'aurais jamais pu espérer. Mais je ne peux pas accepter cette offre. » Émile fut surpris. « Pourquoi pas, vous avez le talent pour ça? Vous venez de prouver que vous valez plus que quiconque dans cette pièce. » Voici la composante éducative et la conclusion. Céline sourit cette fois d'un sourire authentique et paisible de découverte de soi. La leçon que j'ai apprise est que la véritable valeur ne dépend pas de la taille du siège que l'on occupe. Vous m'avez aidé à redécouvrir ma résilience. J'ai été serveuse pendant 3 ans parce que je savais que mes connaissances ne pouvaient pas m'être enlevées, peu importe à quel point mon nom était terni. Ma véritable force ne réside pas dans l'optimisation du capital pour Cascade Ventures, mais dans le soutien à une véritable innovation comme j'ai essayé de le faire chez Etheria Energy. Elle se pencha en avant le regard d'une partenaire égale. Nous avons vaincu Thierry Lamont parce qu'il a ignoré l'éthique dans son plan d'investissement. Il a volé parce qu'il croyait au profit à court terme. L'avenir de l'investissement réside dans l'intégrité de la propriété intellectuelle, la durabilité des chaînes d'approvisionnement et le capital humain lié à l'entreprise par un leadership éthique. En bref, dans l'ESG environnemental, social et gouvernance que vous et vos collègues considérez souvent comme un simple outil de marketing. Céline poursuivit, « Je vais terminer mon master et je vais utiliser mon salaire de 50 000 $ pour créer un petit incubateur pour des startups éthiques sans technologie propre, une sorte de fonds anti-Thierry qui investit uniquement dans des fondateurs dont l'intégrité est aussi évidente dans les données que dans leur code. » Émile Anderson, le milliardaire qui pensait tout savoir, la regarda avec un nouveau respect. Il réalisa que Céline avait non seulement sauvé sa réputation, mais aussi son âme. C'est la meilleure allocation stratégique que j'ai entendue depuis des années, admit Émile. L'acte final de l'investissement, élément éducatif. Émile se leva. Très bien. Je serai votre premier investisseur principal. J'investis une somme importante dans votre incubateur, pas seulement pour le rendement, mais en réparation de la manière dont le monde de la finance a traité des gens comme vous. Et j'appelle cela un investissement dans l'avenir éthique du marché. Céline sourit et serra la main d'Émile. Elle avait gagné son propre jeu. Conclusion de l'histoire. L'histoire de Céline Martel, devenue serveuse, nous enseigne que la véritable valeur réside dans la résilience de l'esprit et l'intégrité du caractère. Les compétences financières sont puissantes, mais sans fondation éthique, elles ne mènent qu'à la fraude et à la ruine, Thierry Lamont. La capacité de se relever après un revers majeur et d'utiliser les connaissances acquises pour construire une structure plus juste, l'incubateur de Céline Martel, est la forme ultime de l'investissement. Un échec n'est pas un verdict, mais un ensemble de données pour un succès fut